La poussière d'un trajet de 160 km s'était accrochée au cuir de sa veste comme une seconde peau. Il passa sa jambe lourde par-dessus la Harley. Le moteur gémit dans un dernier frisson satisfaisant avant de se taire. L'homme qu'on appelait Bear ne cherchait pas les ennuis, mais son visage suggérait qu'il savait comment les gérer lorsqu'il le trouvait. Une épaisse barbe grise cachait la moitié inférieure de son visage, et ses yeux, profondément enfoncés sous un front buriné, ne manquaient rien. Il cherchait simplement une tasse de café qui n'ait pas été préparée dans une station-service, une part de tarte qui ait le goût de celle que préparait sa grand-mère. Le restaurant routier, avec son enseigne néon clignotante, Eat, semblait prometteur. Il était à mi-chemin de la porte lorsqu'il le sentit. Pas un son ni un cri, juste une petite pression insistante sur le cuir abîmé de sa manche. Il s'arrêta. Sa main, qui pouvait écraser une canette sans effort, se figea en plein mouvement. Il baissa les yeux. Une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 7 ans, le regardait fixement. Son visage était pâle et ses yeux étaient grands et sombres de peur, profonds qui semblaient voler toute la couleur du monde qui l'entourait. Ses jointures étaient blanches à force de serrer sa veste. Tout son corps tremblait. « S'il vous plaît, murmura-t-elle. Les mots étaient si faibles qu'ils furent presque engloutis par le vent. « S'il vous plaît, aidez ma grand-mère. » Le monde de Bear se réduisit à son petit visage désespéré. Il avait vu la peur dans les yeux d'hommes adultes, de bagarreurs de bar, d'animaux acculés et de cavaliers qui avaient pris un virage trop vite. C'était différent. C'était une terreur profonde et silencieuse qui couvait depuis longtemps. Il s'accroupit, bougeant lentement pour ne pas l'effrayer davantage. Ses genoux craquèrent, lui rappelant qu'il n'était plus aussi jeune qu'avant. « Qu'est-ce qui ne va pas, petite? » Sa voix était un grondement grave, comme du gravier qui se tasse. Elle secoua simplement la tête, les yeux nerveusement tournés vers la grande baie vitrée du restaurant. Elle ne lâchait pas sa veste. « Il ne me laisse pas boire mon eau, dit-elle. » Un autre murmure. « Elle en a besoin. » C'était une chose si insignifiante. Un verre d'eau. Pourtant, la panique dans les yeux de la jeune fille laissait entrevoir une histoire bien plus sombre et plus grave. Bear regarda par la fenêtre. Il vit une femme âgée assise bien droite dans une cabine. Elle fixait un verre d'eau posé sur la table, la main suspendue au-dessus sans jamais le toucher. En face d'elle étaient assis deux hommes. Ils étaient bien habillés, en pantalon et polo, et semblaient complètement déplacés dans ce restaurant bon marché. Ils ne regardaient pas la femme. Ils se regardaient l'un l'autre. Une conversation silencieuse s'engagea entre eux. L'un d'eux secoua subtilement la tête, et la main de la vieille femme se retira du verre comme si elle s'était brûlée. Bear sentit quelque chose de froid et de lourd s'installer dans son ventre. Ce n'était pas une sortie en famille. C'était une prise d'otage à la vue de tous. « D'accord, dit-il d'une voix grave, le regard adouci lorsqu'il se tourna vers la jeune fille. « Je vais t'aider. Comment tu t'appelles? » « Lily, souffla-t-elle. « Très bien, Lily. Retourne à l'intérieur et assieds-toi. Ne me regarde pas. Sois sage et mange tes crêpes. »« Tu peux faire ça? » Elle acquiesça rapidement. Elle lâcha sa veste et se précipita à l'intérieur, une petite ombre se glissant par la porte. Bear se leva et roula des épaules. Il n'était ni policier ni héros. Il était simplement un homme capable de reconnaître un prédateur quand il en voyait un. Il y en avait deux dans le restaurant, tournant autour des membres les plus faibles du troupeau. Il poussa la porte et une petite cloche annonça son arrivée. Son arrivée fut saluée par un tintement joyeux et ironique. L'air à l'intérieur sentait le café rassis et la graisse chaude. La serveuse, une femme à l'air fatiguée avec un stylo derrière l'oreille, lui fit un signe de tête lasse. Bear ignora les tabourets vides du comptoir et se glissa dans une banquette derrière la famille. Cette banquette lui offrait une vue dégagée sur leur table, dans le reflet de la fenêtre. Il prit un menu qu'il n'avait pas l'intention de lire. Il était entièrement concentré sur la scène qui se déroulait devant lui. La grand-mère, dont il apprendrait plus tard, était une femme à l'air fragile, aux cheveux fins et argentés et à la peau fine comme du papier. Ses mains tremblaient d'un léger tremblement constant qu'elle essayait de cacher en les serrant sur ses genoux. Les deux hommes, qu'il estimait avoir la quarantaine bien avancée, occupaient l'espace autour d'eux avec un calme déconcertant. Ils parlaient d'une voix basse et calme, mais leur présence était suffocante. La serveuse s'approcha de leur table. « Je vous apporte autre chose? Encore du café? »« Non, ça ira, » dit l'homme de gauche d'une voix douce, mais avec un ton dédaigneux.
Il ne la regarda même pas. « Je voudrais un peu plus d'eau, » dit la grand-mère d'une voix faible et ferme. Le deuxième homme posa une main sur son bras. Cela ressemblait à un geste de réconfort, mais Bear remarqua à quel point ses doigts appuyaient fort. Juste un peu trop fort. « Allons, Enalara, tu sais ce qu'a dit le médecin. Passe trop de liquide, ça fait enfler tes pieds. » Son visage s'assombrit. Elle affichait une expression de confusion et de déception. Elle regarda son verre vide, puis baissa les yeux vers ses genoux. Lily Ateli, la petite fille, observait cet échange avec des yeux terrifiés. Elle coupait méthodiquement une seule crêpe en dizaines de petits carrés parfaits qu'elle ne mangeait jamais. Bear sentit le nœud froid dans son estomac se resserrer. Il avait passé suffisamment d'années sur la route pour développer un instinct très affûté pour le danger. Un sixième sens qui lui avait sauvé la vie plus d'une fois, et tous ses nerfs lui criaient maintenant que quelque chose n'allait vraiment pas ici. C'était la façon dont les hommes isolaient la femme, la façon dont ils parlaient à sa place et la façon dont ils utilisaient sa santé comme une arme contre sa simple demande. Combien de fois avez-vous ressenti cette petite voix dans votre ventre? Ce sentiment que quelque chose ne va pas? L'écoutez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner si vous croyez en votre instinct. Bear fit signe à la serveuse. « Un café noir et un verre d'eau, » dit-il. Lorsqu'elle les apporta, il but le café mais laissa l'eau intacte. Il resta assis en silence. Montagne vêtue de cuir qui s'est éclairci la gorge et a regardé le reflet dans le verre. Il a vu l'homme à droite sortir une pile de papier d'une maillette. Il en a posé un sur la table et l'a poussé vers la grand-mère avec un stylo. « Encore quelques signatures, Lara, » a-t-il dit d'une voix mielleuse mais venimeuse. « Ensuite, nous pourrons vous installer. Plus de soucis. » Elle fixa le papier. Sa main tremblait trop pour tenir le stylo. « Je ne sais pas, Robert. Ça me semble précipité. »« C'est pour votre bien, » intervint l'autre homme. Richard intervint. « Nous essayons simplement de prendre soin de vous. » Lily leva les yeux de ses pancakes et croisa le regard de Bear. C'était un appel silencieux et désespéré. Fais quelque chose, il avait le choix. Il pouvait boire son café, payer sa note et remonter sur son vélo. Il pouvait parcourir encore 160 kilomètres et oublier qu'il les avait vus. Cela ne le regardait pas. S'impliquer dans la vie des autres était un jeu dangereux et compliqué. Ces hommes étaient propres, calmes et professionnels. Ils avaient le regard froid et inerte de ceux qui ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent, quel qu'en soit le prix. Les affronter pouvaient mal tourner de mille et une façons. Mais il revit alors la petite fille, les épaules voûtées, vaincue. Il vit la grand-mère, prisonnière à sa propre table, à qui l'on refusait un simple verre d'eau. Il pensa à sa propre fille, emportée trop jeune par la maladie, et à la promesse qu'il s'était faite de ne jamais rester les bras croisés à regarder quelqu'un souffrir s'il pouvait l'aider. Le choix n'était pas difficile, ce n'était pas vraiment un choix. Il se leva, le plancher usé craqua sous son poids. Tous les regards dans le petit restaurant se tournèrent vers lui. Robert et Richard levèrent les yeux, leurs visages se durcissant en masque d'agacement. Bear s'approcha de leur table, avançant d'un pas délibéré et sans hâte. En chemin, il prit son verre d'eau intact sur sa banquette. Il s'arrêta à côté de leur table, sa grande silhouette projetant une ombre sur eux. Il posa doucement le verre d'eau sur la table, juste devant la vieille femme. « Tenez, » dit-il. Sa voix était calme, mais elle avait le poids d'un jugement définitif. « On dirait que cela pourrait vous être utile. » Ara regarda le verre, puis son visage. Ses yeux étaient écarquillés, exprimant un mélange de peur et d'espoir fragile. Robert, celui qui tenait les papiers, se leva d'un bond. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix tendue, maîtrisant sa colère. « Il s'agit d'une affaire familiale privée. Je vous suggère de retourner à votre place. »« Ça n'a pas l'air très privé, » répondit Bear, sans bouger d'un pouce. Son regard était fixé sur la grand-mère. « Madame, vous allez bien? Vous semblez bouleversée. »« Elle va bien, » rétorqua sèchement Richard en agrippant à nouveau le bras d'Allard. « Elle est juste un peu confuse aujourd'hui. Elle a l'air d'avoir soif, à mon avis, » dit Bear. Il rapprocha légèrement le verre d'elle. « Buvez, » dit-il doucement en la regardant dans les yeux. « Ce n'est que de l'eau. » Pendant une seconde, personne ne bougea. Tout le restaurant était figé dans un silence épais et bourdonnant. Le seul bruit était le bourdonnement des néons au-dessus de leur tête. Ara fixait le verre comme s'il s'agissait à la fois de son salut
et de sa condamnation à mort. Puis, les mains tremblantes, elle tendit la main vers lui. Ses doigts se refermèrent sur sa surface lisse et froide. Richard resserra son étreinte sur son bras. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Le regard de Bear passa de la femme à la main de Richard sur son bras. Il ne dit pas un mot. Il se contenta de la regarder. C'était un regard qui faisait disparaître le polo et la façade impeccable. C'était un regard qui évoquait le bitume fissuré et les os brisés. C'était un regard qui promettait des conséquences. Lentement, comme un serpent qui se déroule, Richard relâcha son bras. Elle porta le verre à ses lèvres et but. Elle but toute d'un trait, comme si elle n'avait pas bu d'eau depuis des jours. Lorsqu'elle eut terminé, elle reposa le verre et prit une profonde inspiration tremblante. Un peu de couleur revint sur ses joues. Elle leva les yeux vers Bear, et pour la première fois, il vit une lueur de force dans son regard. « Merci, murmura-t-elle. « Ça suffit, dit Robert en s'interposant entre Bear et la table. Il était plus petit que Bear, mais se comportait avec une assurance arrogante. « Vous avez eu votre petit moment de charité. Maintenant, laissez-nous tranquilles avant que j'appelle la police. »« Allez-y, dit Bear dans un grognement grave. « Je suis sûr que le shérif serait très intéressé de savoir pourquoi vous refusez de donner de l'eau à une femme âgée et ce qu'il y a dans ces papiers que vous tenez tant à lui faire signer. » Il fit un signe de tête vers les documents juridiques posés sur la table. Robert pâlit légèrement. Il n'avait pas prévu cela. Il s'attendait à une victime silencieuse et docile dans un monde d'étrangers qui s'occupaient de leurs affaires. Mais il n'avait pas prévu un moteur de 113 kg avec une colonne vertébrale d'acier et un sens profond de la justice. La serveuse, qui observait la scène depuis derrière le comptoir, tenait maintenant un téléphone dans sa main. Elle croisa le regard de Bear et lui fit un petit signe de tête presque imperceptible. Les secours arrivaient. Il devait juste tenir bon. « Cela ne vous regarde pas, » siffla Richard en se levant pour se placer à côté de son frère. Ils formaient désormais un front uni, deux loups essayant d'intimider un ours. « Nous sommes ses neveux. Nous sommes ses tuteurs légaux. »« Tuteurs », répéta Bear, laissant le mot flotter dans l'air chargé de sarcasme. « Appelez ça comme vous voulez. Un tuteur veille à ce que quelqu'un obtienne ce dont il a besoin. Vous deux semblez plus intéressés par ce que vous pouvez obtenir. » Il vit la colère briller dans les yeux de Robert et la façon dont sa mâchoire se crispa. De sa mâchoire. L'homme était habitué à contrôler et maniait son intimidation silencieuse comme un scalpel. Il n'avait pas l'habitude d'être défié, surtout par quelqu'un comme Bear. La situation s'intensifiait, l'air crépitait d'une violence tacite. Bear savait qu'il devait faire sortir la femme et l'enfant de là. Il recula d'un pas, créant un petit passage. « Madame, dit-il doucement en s'adressant à Laura, pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi, vous et votre petite fille? Nous pouvons attendre le shérif dehors. »« Elle n'ira nulle part avec vous, » grogna Robert en s'interposant. Bear ne le regarda même pas. Il lui offrait un choix, une bouée de sauvetage. Pendant un instant, elle hésita, la peur se mêlant à la nouvelle étincelle de défiance dans ses yeux. Elle regarda Lily, qui l'observait. Son petit visage était empreint d'espoir. C'était tout ce qu'il fallait. Alia Elora commença à se glisser hors de la banquette. C'est alors que Robert passa à l'action. Il tendit la main vers elle, non pas avec la fausse gentillesse de tout à l'heure, mais avec une rage désespérée à fleur de peau. « Tu ne partiras pas. » Les bras de Bear jaillirent comme des pistons, bloquant le passage à Robert. Il ne l'attrapa pas et ne le poussa pas. Il créa simplement un mur. « Ne la touche pas. » La menace n'était plus voilée. Elle était crue et immédiate. Les deux neveux échangèrent un regard. Ils avaient perdu le contrôle de la situation à l'intérieur du restaurant. Leur seule option était de rétablir le contrôle à l'extérieur. Richard acquiesça sèchement. La menace n'était plus voilée. Elle était brute et immédiate. Les deux neveux échangèrent un regard. Ils avaient perdu le contrôle de la situation à l'intérieur du restaurant. Leur seule option était de rétablir le contrôle à l'extérieur. Richard acquiesça brièvement, et ils reculèrent tous les deux, leurs expressions passant de la colère à un calcul froid. Calcul. « Très bien, » dit Robert d'une voix dangereusement calme. « Sortons tous dehors pour discuter. » Bear savait que c'était un piège, mais c'était aussi sa seule issue. Il fit un signe de tête à Alora et Lily. « Restez juste derrière moi. » Il se retourna et se dirigea vers la porte, tous ses sens en alerte. Il sentait les deux hommes le suivre de près,
leurs pas silencieux et prédateurs. Ara tenait la main de Lily dans une étreinte mortelle. La petite fille ne fit pas un bruit. Son courage était un témoignage silencieux de son amour pour sa grand-mère. Dès qu'ils sortirent dans la lumière aveuglante du parking, l'atmosphère changea. L'espace clos du restaurant avait contenu la violence. Ici, à ciel ouvert, les règles semblaient différentes. Robert et Richard les encadraient, leur coupant le chemin vers la moto de Bear et les autres voitures. « Vous avez commis une très grave erreur », dit Richard d'une voix basse et menaçante. « Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. J'ai affaire à deux lâches qui s'en prennent à une vieille femme et à une petite fille, » rétorqua Bear en se plaçant entre eux et ses protégés. « Coup de pied pour avoir maltraité une vieille femme et une petite fille, » rétorqua Bear en se plaçant entre eux et ses protégés. « Maintenant, reculez. Nous n'irons nulle part sans notre tante, » dit Robert en sortant son téléphone. « C'est une adulte vulnérable. J'appelle les autorités pour signaler que vous essayez de la kidnapper. » C'était une décision intelligente, un moyen de renverser la situation et de faire passer Bear pour l'agresseur. Mais avant qu'il n'ait pu composer le numéro, le son caractéristique d'une sirène déchira l'air. La serveuse avait tenu parole. Bear fut soulagé, mais il ne le montra pas. Il devait les retenir là. Les visages des neveux se crispèrent. Le bruit de la sirène signifiait la fin de leur plan. Leur petit crime propre et discret était sur le point de devenir très bruyant et public. La panique remplaça leur froide assurance. « On s'en va », dit Robert brusquement en attrapant le bras de son frère. « Ce n'est pas fini. » Ils se retournèrent et marchèrent rapidement vers une berline banale garée au bord du parking, les épaules voûtées. Ils s'enfuyaient. Bear les regarda partir, le corps toujours tendu, prêt pour un combat qui n'eut jamais lieu. Il ne se détendit que lorsque leur voiture quitta le parking en faisant crisser les graviers. Il se tourna vers Ara et Lily. La vieille femme était appuyée contre le mur du restaurant, respirant bruyamment et le teint blême. Lily pleurait silencieusement, ses larmes traçant des sillons nets dans la poussière sur ses joues. « Tout va bien, » dit Bear d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru possible. « Vous êtes en sécurité maintenant. » La voiture du shérif arriva quelques instants plus tard, suivie d'une ambulance. Alors que les ambulanciers commençaient à s'occuper d'Allard et à vérifier ses signes vitaux, Bear remarqua son sac à main. Elle le serrait contre sa poitrine, comme s'il contenait les joyaux de la couronne. Ses jointures étaient blanches. « Madame, » dit doucement l'un des ambulanciers, « avez-vous des informations médicales avec vous? Une liste de médicaments? » Personne ne semblait capable de parler. Ses yeux étaient vitreux, sous le choc et l'épuisement. Elle se contenta de secouer la tête. Lily, debout près de Bear, désigna le sac à main. « C'est là-dedans, » dit-elle. « Ils ont pris ses médicaments. » Avec une permission silencieuse et tremblante, l'ambulancier ouvrit le sac à main. Ce qu'il trouva à l'intérieur fit froid dans le dos à Bear. Il n'y avait pas seulement un portefeuille et des mouchoirs. Dans une poche latérale se trouvait une carte d'alerte médicale plastifiée. En caractères noirs, on pouvait lire « Affection cardiaque grave. Cardiomyopathie hypertrophique. » En dessous figurait une liste de médicaments, dont l'un était entouré en rouge. Il s'agissait d'un bêta-bloquant, un médicament qu'elle devait prendre à heure fixe chaque jour pour éviter une défaillance cardiaque. Un flacon vide, clairement étiqueté, était posé à côté. Elle avait plusieurs heures de retard pour prendre sa dose. Mais ce n'était pas le plus choquant. Sous la carte médicale se trouvait la liasse de documents juridiques que Bear avait vus plus tôt. Il s'agissait d'une procuration permanente et d'un testament révisé. Ces documents donnaient à ses deux neveux, Robert et Richard, le contrôle total de ses finances, de ses biens et de ses décisions médicales. Au bas de la dernière page se trouvait une signature tremblante, à moitié terminée. Celle de Bear. Le plan devint alors horriblement clair. Il ne se contentait pas de la négliger. Il provoquait activement une crise médicale. Il lui refusait ses médicaments vitaux et lui refusait de l'eau pour aggraver son état, tout en essayant de la contraindre à leur céder toute sa vie. Dans son état de faiblesse et de confusion, elle a failli le faire. Si Bear n'était pas intervenu, elle aurait signé les papiers et aurait probablement eu un accident tragique dans un endroit calme et isolé où personne ne la surveillait. L'ambulancier jura entre ses dents et commença immédiatement à lui administrer des soins. Le shérif, un homme au visage sombre qui avait vu son lot de ténèbres, regarda Bear. « Vous avez fait une bonne action aujourd'hui, » dit-il.
Ses yeux traduisaient un profond sentiment de professionnalisme et de respect. Une très bonne chose. Bear se contenta d'acquiescer, la gorge serrée par l'émotion. Il regarda Lily, qui avait enroulé ses bras autour de sa jambe et refusait de le lâcher. Il lui caressa doucement la tête. Sa grande main cailleuse contrastait fortement avec ses cheveux fins. Il ne cherchait pas les ennuis, mais ceux-ci l'avaient trouvé sous la forme d'une petite fille qui avait eu le courage de demander de l'aide à un inconnu. L'épilogue de cette journée passée dans le parking poussiéreux ne s'écrivit pas en un seul après-midi. Il s'écrivit au fil des années. Robert et Richard furent arrêtés une semaine plus tard dans un autre État alors qu'ils tentaient de franchir la frontière. Les preuves contre eux étaient accablantes. Le témoignage de la serveuse, les documents juridiques et les dossiers médicaux d'alors brossaient un tableau clair et effrayant de maltraitance, de fraude et de complot. Leur cupidité les a conduits dans une cage qu'ils avaient eux-mêmes construite, et ils ont été condamnés à une longue peine de prison. Grâce à des soins médicaux appropriés et loin de la présence étouffante de ses neveux, Allah s'est rétabli à une vitesse remarquable. Les tremblements de ses mains ont cessé. La lumière est revenue dans ses yeux. Elle et Lily ont déménagé dans une petite ville côtière tranquille, laissant derrière elles la maison et les souvenirs qui avaient facilité devenir leur tombeau. Mais elles n'ont pas laissé tout le monde derrière elles. Bear, ou Arthur comme elles ont fini par l'appeler, est devenu un élément permanent de leur vie. La première fois qu'il s'est rendu dans leur nouvelle maison, il s'est senti mal à l'aise et déplacé. Sa veste en cuir poussiéreuse et sa Harley vrombissante détonnaient dans leur paisible quartier. Cependant, Lily s'est précipitée vers lui, l'a pris dans ses bras et l'a accueilli avec une cafetière et une part de tarte aux pommes maison qui correspondait exactement à ce qu'il avait toujours rêvé de trouver dans un restaurant. Il est devenu leur protecteur, leur ami et leur famille. Son club de motards, les Sons of Redemption, l'a adopté de manière officieuse. Une fois par an, une douzaine de Harley vrombissantes descendaient sur la petite ville côtière. Les grands hommes tatoués apportaient des jouets pour Lily et passaient la journée à faire des travaux de jardinage. Ara. Leur loyauté farouche était un bouclier protecteur autour de la petite famille. Les années passèrent, la poussière retomba et les blessures guérissaient. La scène finale de l'histoire se déroula par un après-midi ensoleillé. Lily, désormais une jeune femme de 18 ans pleine d'assurance, se tenait sur une scène, coiffée d'une toque et vêtue d'une toge, son diplôme d'études secondaires à la main. Dans le public, deux personnes étaient assises côte à côte. Les cheveux argentés d'Elora brillaient au soleil. Elle semblait en pleine forme, le visage rayonnant de fierté. À côté d'elle était assis Arthur. Il portait son gilet en cuir sur une chemise propre et bien repassée, et sa barbe était soigneusement taillée. Il ressemblait moins à un ours qu'au grand-père le plus fier du monde. Plus tard dans la soirée, tous trois étaient assis sous le porche de leur petite maison et levaient leurs verres de limonade. Le soleil couchant peignait le ciel de nuances orange et violettes. « Je voudrais porter un toast », dit Lily d'une voix claire et forte. Elle regarda Arthur, les yeux brillants d'une gratitude approfondie par le temps, aux héros qui ont sauvé ma mère et moi. Le soleil couchant peignait le ciel de nuances orange et violettes. « Je voudrais porter un toast », dit Lily d'une voix claire et forte. Elle regarda Arthur, les yeux brillants d'une gratitude qui s'était approfondie avec le temps. « Aux héros qui ne portent pas de cape », sourit Arthur dans un geste rare et doux. « Et aux petites voix qui ont le courage de rugir », ajouta-t-il, son regard croisant celui de Lily. Ils trinquèrent, produisant un petit son parfait sur fond de chant des grillons du soir. Un acte d'attention, de confiance en son instinct et de choix de s'impliquer avait sauvé deux vies et en avait créé une nouvelle. Une famille forgée non pas par le sang, mais par le courage et la compassion. Les héros ne portent pas toujours de cape. Parfois, ils portent du cuir et conduisent une Harley. Parfois, ce sont ceux qui décident de prêter attention alors que le monde leur dit de détourner le regard. Si cette histoire vous rappelle qu'il y a du bon dans le monde, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dites-nous également depuis quel endroit du monde vous nous regardez aujourd'hui. Votre voix compte, votre attention compte. Ne l'oubliez jamais.